Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et comme vous savez depuis quelques temps, le mardi c'est colis, et donc cette fois-ci nous avons un petit colis avec une petite lettre comme d'habitude. Bonjour Electronic Arts, je vous envoie ce colis pour que vous y trouviez votre bonheur ou pas, l'Andropalmier. Donc PS, j'adore les vidéos de tests de trucs chinois à 2 balles, oh bah t'inquiète pas, il y en aura d'autres, ça c'est pas prêt de s'arrêter. Bonne continuation, bien entendu, je continue, et donc là-dedans nous avons quelques trucs sympathiques. Il y a ce truc là, parce que j'ai ouvert bien entendu pour enlever l'adresse, j'ai juste vu ce qui était posé là-dessus, et j'ai vu ce truc, c'est le premier truc, c'est le seul truc que j'ai sorti de la boîte avant de le reposer, c'est hyper lourd, ça pèse une tonne 5, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, bien entendu, c'est un transformateur. C'est un transformateur qui transforme du 230 volts en 24 volts, qui utilise à l'autre bout une prise que je ne connais pas vraiment, c'est juste 2 broches qui se vissent ensuite, donc je suppose que ça se met comme ça, et ensuite il y a une sorte de bouchon ensuite qui vient visser par derrière pour pas que ça se redébranche tout seul. Je sais pas du tout ce que c'est censé alimenter, en tout cas ça alimente quelque chose bien fort, 24 volts, ça pèse son poids, c'est même très très lourd pour la taille que ça fait. Ici nous avons un câble, plusieurs câbles là je crois, parce que oui, nous avons un aimant qui vient d'un disque dur je suppose, ou quelque chose de ce genre, parce que c'est un aimant extrêmement puissant. On va garder ça dans un coin, ça peut servir. Ici nous avons un câble qui a été mis dans l'autre, c'est un câble, on a déjà vu ça dans un autre colis, c'est un câble pour mettre un port série sur une carte mère qui a, on va dire, de quoi mettre un port série supplémentaire, ou un port série tout court, mais qui ne l'a pas directement à l'arrière, et un câble de lecteur disquette avec 2 prises. À moins que ce soit un câble IDE, mais non, attendez. Alors faudrait compter le nombre de pins, ça va me mettre un certain temps parce que j'ai pas le compas dans l'œil. Si ça se trouve c'est un tout petit peu plus court qu'un câble IDE, donc du coup c'est un câble de lecteur de disquette, mais cette fois-ci il a 2 sorties, il a 2 prises, une prise là et une autre prise là, donc on peut mettre 2 lecteurs de disquette sur le même câble, ce qui est assez rare d'en trouver comme ça de nos jours, parce que bon maintenant un lecteur de disquette qui en a besoin, mais alors 2, ça c'est vrai que c'est pas fréquent. Ensuite, ici, nous avons un câble qui vient d'un disque, même 2 câbles qui viennent d'ordinateurs portables, visiblement, qui utilisent une prise très 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 spéciale, vraiment très 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 spéciale, pour ensuite le convertir en Serialata. Ah, un Serialata normal, et là on a un Serialata qui a été miniaturisé, je sais pas exactement à quoi ça correspond, je connais pas ce format exactement, mais en tout cas c'est du Serialata. Et ensuite, nous avons une souris de chez Listo. Alors, je sais plus la marque pas chère que c'est, ça. C'est peut-être Boulanger, j'en ai aucune idée. En tout cas, c'est une marque pas chère du tout. Nous avons un petit transformateur électrique de chez Samsung, que l'on trouve fréquemment avec les Samsung Galaxy S quelque chose, comme un S3 ou des trucs comme ça. Ensuite, oula, qu'est-ce que c'est que ce tas de fils? Nous avons cette chose-là, qui est un truc multiport pour diverses sortes de cartes SD, cartes mémoire et compagnie. Mais pourquoi il y a tout ça en câble? Ah, c'est parce qu'il y a aussi tout le reste pour l'audio façade, les USB en façade, tout le reste qui va avec un boîtier qui contenait ça visiblement à l'origine. Alors je sais pas du tout à quoi ça pourra servir, mais comme d'habitude, ce genre de pièces, ça peut toujours servir. Au bout d'un moment, on finit par trouver une utilité, on sait pas comment, on se met à bidouiller une boîte de conserve ou je sais pas quoi, et on se dit, tiens, bah voilà, je peux en faire ceci. Et donc là, nous avons quoi? Un chargeur Nokia qui utilise encore cette saloperie de prise fine comme un cheveu qui est absolument immonde. Enfin franchement le genre de truc à péter tous les téléphones. Non mais sérieusement, regardez-moi ça comme c'est fin. J'ai jamais vu une seule machine qui utilisait des prises de ce genre-là fonctionner bien au bout de 4 mois, quoi. C'est juste un truc de taré, ça fait des faux contacts dans tous les sens. En fait, on casse les soudures de la prise immédiatement après l'achat, pratiquement, et ensuite faut essayer de trouver bien le bon angle pour que ça fonctionne, ce genre de choses. Je sais pas, j'ai toujours détesté ces prises-là, et comme je l'ai dit encore une fois, je n'ai jamais trouvé un seul truc qui fonctionnait bien à long terme avec une prise de ce genre. Alors qu'un micro USB, certains se plaignent plus ou moins de la fragilité de ces prises, mais à côté de ça, c'est rien du tout. Ensuite, nous avons ceci. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un empilement de différentes choses. Ici, nous avons une petite carte Wi-Fi en mini PCI Express, si je dis pas de bêtises, qui est une carte réseau, tout simplement, une carte Wi-Fi. J'essaye de trouver comment enlever le scotch sans avoir à sortir des ciseaux, mais ça va pas être facile, hein. Ah non, je crois que j'ai trouvé l'endroit. Oh, je suis pas sûr encore. C'est pas grave, on va se débrouiller comme on peut.
Donc voici la carte Wi-Fi, alors c'est vraiment tout petit, hein. C'est le genre de carte Wi-Fi en fait qu'il y a à l'intérieur des ordinateurs portables, parce que oui, c'est pas intégré forcément à la carte mère, hein, la plupart du temps d'ailleurs, ou enfin en tout cas jusqu'à très récemment, c'était intégré dans une petite carte supplémentaire sur laquelle on branche les antennes sur ces deux petits points, et donc du coup, voilà, ça te fait une carte Wi-Fi qu'on peut remplacer, ce qui était une plutôt bonne chose, et bon, j'ai vu que dans les netbooks c'était déjà plus le cas pour la plupart du temps, donc du coup c'est très certainement en train de disparaître. Ensuite, nous avons une barrette de RAM de 4Go. 4Go de DDR3, purée, j'avais encore jamais vu ça jusque-là. Faut dire que moi je tourne avec des ordinateurs quand même qui ont un certain âge. Maintenant, je vais enlever le deuxième scotch. Le seul ordinateur récent que j'ai, en fait, c'est mon ordinateur pour le montage vidéo. Mon ordinateur portable commence à dater, mais alors pas mal du tout. Sauf l'ordinateur portable que j'ai acheté, mais c'est plus ou moins Enfin, récemment, j'ai acheté un ordinateur portable pour enregistrer le son, etc. Enfin bon, bref. Et j'ai vraiment acheté le plus bas de gamme possible, le moins cher de chez Dell, en fait. Je l'ai eu à 200 €. C'était vraiment une plutôt bonne affaire, en fin de compte. Mais c'est du matériel de netbook, hein. C'est pas du vrai bon ordinateur portable. Il a 4 Go de RAM, alors si ça se trouve, c'est peut-être en une seule barrette comme celle-là, d'ailleurs, ce que je dis en passant. Donc ensuite nous avons 3 barrettes pour PC fixe. Alors d'un côté nous avons de la DDR2 si je comprends bien, oui c'est possible que ce soit ça. C'est difficile à voir parce que c'est marqué dessus. J'arrive d'ailleurs pas à comprendre ce qu'il y a marqué. Bon c'est pas grave, en tout cas c'est de la DDR2 a priori. Attendez, il y a marqué quoi dessus? J'arrive pas à savoir la quantité que ça contient. Ah, 512 MO, le 5 j'arrivais pas à le voir, donc 512 MO de RAM en DDR2 a priori, la deuxième barrette qui est exactement la même, une deuxième de 512 MO, et pouvons-nous vérifier que c'est bien de la DDR2? Oui, a priori c'est le cas. Ensuite ici nous avons de la DDR1, 256 MO, en 333 MHz avec une latence de 2,5 et non pas de 3, parce que oui, à une époque, la 333 MHz avait une latence meilleure que la 400 MHz qui est sortie un peu après. Ils ont jamais réussi à rattraper les latences de 2,5 qu'ils avaient réussi à avoir sur certains. Bon bref, ça c'est le genre de truc, il y a que les vieux geeks qui se souviennent et qui comprennent ce que je suis en train de dire. Enfin quand je dis ça, je suis toujours surpris dans les commentaires du nombre de personnes qui arrivent à comprendre parfaitement bien de ce dont je parle, donc je suppose que mon public est pas particulièrement si peu informé de l'informatique du passé. Alors, regardons ce qu'il y a d'autre là-dedans. J'ai pu remarquer un truc, c'est qu'il y avait une sorte de grosse dalle LCD. Voilà, je crois que je l'ai. Alors bien entendu, elle a l'air d'être toute rayée, hein. Je vois une belle rayure en tout cas, mais c'est pas grave, ça peut toujours servir, ça fonctionne encore. Donc il y a... Oula, c'est quoi ce truc-là? Ça c'est la partie tout simplement... C'est webcam, je suppose que c'est la webcam et le micro qui se trouve là, donc c'est que c'était sur le même fil qu'ils ont fait ça, qu'il a scotché ça ici. Là nous avons le petit câble pour pouvoir brancher ensuite tout simplement à la carte mère, et toute l'électronique qui va avec derrière, donc je sais pas trop si on peut réussir à adapter ça pour en faire un écran, un vrai écran quoi, c'est-à-dire pas sur un ordinateur portable, mais ce que j'ai cru comprendre c'est qu'en dessous, il y a ceci qui est visiblement la carte mère de cet ordinateur. Alors, cette carte mère, est-ce que c'est marqué quelque part ce que c'est? Non, il n'y a pas marqué la marque du PC. Je sais pas si c'est du Acer, mais c'est grandement possible. En tout cas, le constructeur de la carte mère ne me dit rien du tout. Il y a marqué un truc du style... Attends, où c'est que c'est marqué? Ah, c'est marqué un truc qui me fait penser que c'est du HP. Parce que habituellement, c'est HP ou Compaq, hein, ou les deux, peu importe, qui met ces espèces d'autocollants avec toujours marqué remplacé vers gna 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 par gna gna gna, et en fin de compte, à chaque fois qu'il marque ça, ça donne une référence supplémentaire d'une autre référence qui est déjà marquée sur la carte mère, pour, je sais pas, pour empêcher qu'on puisse acheter un équivalent qui vient pas directement de chez eux. Donc là, il y a marqué PAL1 avec 2 N, ok, 94V-0, M3 quelque part, il y a marqué. Il y a aussi une référence en dessous, enfin bon bref, je sais pas ce que c'est, en tout cas si elle marche encore, j'ai pas le ventirad visiblement, mais je pourrais toujours bidouiller un truc, ça pourra servir à améliorer l'ordinaboîte, parce que, est-ce que je vois, cet ordinateur a l'air d'être un peu plus récent. Par contre, un truc que j'arrive pas à trouver, c'est où est le Serial ATA. Alors là, franchement, bonne question, où est-il? Où est le Serial ATA dans tout ça? Bon faute d'avoir la réponse, je suppose que le Serial ATA doit se trouver sur une petite carte supplémentaire que je n'ai pas.
Ah, un petit quelque chose qui s'est déplacé, que j'avais pas trouvé. Nous avons un petit processeur ici. Qu'est-ce que c'est? Dessus, il y a marqué Pentium D. Pentium D 820, a priori, c'est celui-là. Alors, je sais, il est mieux que le Pentium D que j'ai, parce que moi, j'ai la version 2,66 GHz, qui est quasiment impossible à overclocker et tout ça, parce que je sais pas ce qu'ils ont foutu avec les Pentium D, mais en fait, ils ont deux générations, enfin, une première génération qui a pas duré longtemps, parce qu'elle chauffait trop. Alors, du coup, il y avait des fréquences très très basses, et alors, franchement, pour l'overclocker, ça allait encore, hein, si on avait le matériel qu'il faut, mais bon Dieu que ça chauffait. Ce truc-là, franchement, le Pentium 4, si vous connaissez pas sa réputation, c'est tout simplement une chaudière, une vraie chaudière. Qu'est-ce que c'est qu'un Pentium D? Ils se sont dit, tiens, on va faire un dual core. Pouf, deux Pentium 4 l'un à côté de l'autre. Alors qu'est-ce que ça fait? Une double chaudière. Alors bon, c'était devenu vraiment incontrôlable, et avec les ventirades qu'il y avait à l'époque vendus, etc. pour ces trucs-là, c'était vraiment pas la joie. Et vous savez quoi? Le pire, c'est que les processeurs actuels chauffe pas beaucoup moins que le Pentium D au final, pour les versions les plus haut de gamme du Pentium D, parce qu'on a l'impression, on a tendance à penser qu'il chauffe moins qu'à l'époque, etc., etc. Non, au final, ça chauffe même plus, hein, pour certains, pour la grande majorité. Et je parle pas des AMD FX, hein, je parle vraiment de chez Intel aussi, parce que Intel, en fin de compte, fait exactement la même chose. Le haut de gamme chauffe comme un malade, c'est un truc de dingue. Mais les ventirades sont devenus bien meilleurs. Faut savoir qu'un ventirad à l'époque, attendez, si j'ai un exemple, bon, c'est pas un exemple très convaincant, parce que ce truc-là venait avec un i7, donc un processeur qui est sorti bien après ça. Mais voilà, ça c'était genre le maximum en tant que ventirad qu'on pouvait avoir à l'époque, quoi. C'est-à-dire un gros morceau d'alu, etc., avec le fond en cuivre à la limite, si on a de la chance. Et voilà, ça c'était le radiateur qu'on avait. Maintenant, un truc qui coûte pas cher, genre un ventirad premier prix, c'est un truc qui fait à peu près 2 fois la largeur de ce truc-là, sur une hauteur un peu plus haute, avec une base en cuivre, mais avec des caloducs qui passent partout. Là, il n'y a pas de caloducs, rien du tout. Enfin voilà, vous voyez, les ventirades sont vraiment largement au-dessus maintenant que ce qu'on avait à l'époque, quoi. D'ailleurs, ce qui venait avec le Pentium D, c'était un truc encore plus petit que ce que je vous ai donné avec, hein, enfin ce que je viens de vous montrer. Et sincèrement, c'était vraiment incroyablement chauffant, quoi, tout simplement. Pour l'époque, en tout cas, c'était difficile à contrôler, on va dire, une chaleur pareille. Et si on voulait l'overclocker, ce qui était faisable, hein, on pouvait en overclocker certains jusqu'à aux environs de 4 GHz, ce qui était vraiment beaucoup. Enfin voilà, c'était vraiment pas mal, hein, pour un truc pareil. Surtout que quand on sait qu'ils étaient vendus à des fréquences plus basses que le Pentium 4 tout court, le Pentium 4 normal, tout simplement parce que la chaleur était hors de contrôle, entre guillemets. Donc du coup, le fait d'en avoir deux côte à côte et de le monter à la fréquence des meilleurs Pentium 4 faisait que c'était juste du grand n'importe quoi. Mais si on était bricoleur et tout ça, on pouvait réussir à refroidir tout ça comme il faut. Un deuxième truc qu'il fallait faire, en plus du refroidissement banal et tout ça, il fallait aussi refroidir la carte mère en elle-même, qui à l'époque de la sortie de ces trucs-là, n'avait que très rarement des radiateurs directement. Bah attendez, je vais vous montrer la carte mère qui vient avec. Parce que oui, visiblement, il m'a passé la carte mère qui venait avec. Donc comme vous le voyez, ici, nous avons absolument rien du tout pour refroidir tous ces petits MOSFET qui se trouvent là, ce qu'on appelle aussi les VRM en termes informatiques. C'est tout ça, c'est-à-dire des régulateurs de tension, se trouvent ici et sont juste debout, sans aucun radiateur dessus, et aucune possibilité d'ailleurs de mettre un radiateur dessus, parce que le fait de les mettre debout comme ça a tendance à rendre la tâche de coller soi-même un radiateur dessus vraiment difficile. Donc vous voyez un peu le truc, quoi. À l'époque, refroidir les VRM et tout ça, ça demandait pas mal de bricolage et une carte mère adaptée. Et bon, ils étaient pas tout le temps debout comme ça. Là, c'est vraiment, je reconnais un travail très typique de certaines marques comme HP ou ce genre de choses, de les mettre debout comme ça. C'était vraiment le truc que l'on voyait sur ce genre de truc. Bah attendez, j'essaye de trouver la marque encore une fois, hein, mais c'est pas si facile à trouver que ça, hein, sur ces trucs-là. Des fois on tape la référence et on trouve sur internet que cette carte mère est une carte mère par exemple de chez MSI, mais fabriquée seulement pour HP, etc. Bon là je sais pas du tout par qui elle a été faite. Donc à ce que je vois ici, nous avons quelques Serialata, d'ailleurs c'est marrant, chacun sa couleur, noir, blanc, bleu et orange, jaune, donc ça c'est assez amusant de voir ça. Voilà, elle est sympathique cette carte mère, j'espère que le socket n'a pas morflé pendant le transport, parce qu'il y avait rien du tout pour le protéger, mais bon, c'est pas bien grave, de toute façon, moi je passe souvent mon temps à redresser ces trucs là, je commence à devenir bon là-dedans, bizarrement, alors que c'est pas une tâche très...
enfin c'est très chiant à faire pour tous ceux qui l'ont fait, vous savez à peu près le niveau de difficulté que c'est, parce que en plus de devoir être redressé plus ou moins comme il faut aussi que ce soit redressé au micron près, sinon c'est pas aligné comme il faut, c'est horrible. Donc une fois qu'on a redressé tout, en gros, on teste le processeur et on se rend compte qu'il faut faire encore quelques ajustements. Alors ensuite c'est du pifomètre pour essayer de trouver lequel était pas parfaitement bien aligné. Donc impossible de savoir exactement d'où vient cette chose-là. Comme je disais, hein, je parie pour un truc genre HP, Compaq, Packard Bell, Acer, ce genre de choses. C'est une carte mère qui... Ah bah tiens, il y a marqué HP là sur le truc, je vois. À moins que ce soit pas que ce soit un truc générique, je sais pas. En tout cas, j'ai vu HP marqué là-dessus. Je ne sais pas du tout si je saute sur des conclusions un peu hâtives là-dessus, mais enfin, en tout cas, très sincèrement, ça sent leur travail. Enfin bref, pour terminer sur ce que je disais à propos du Pentium D, oui, c'était vraiment horriblement chauffant comme truc. C'était incroyable, et pour information, mes premières vidéos sur la chaîne YouTube étaient montées par un Pentium D celui-là qui était moins puissant que celui-là, c'est-à-dire le Pentium D, je sais plus combien il s'appelait, hein, excusez-moi pour le manque de mémoire. En tout cas, c'est celui-là qui était à 2,66 GHz et qui avait un FSB de seulement 533, alors que celui-là c'est un FSB 800. Alors le FSB, pour information, c'est le port par lequel communique le processeur avec la carte mère. À cette époque-là, ça fonctionnait comme ça. Et donc du coup, c'était aussi avec ce port-là qui communiquait avec donc la carte mère qui faisait contrôleur mémoire, qui elle communiquait avec les baraques de RAM. Donc il y avait un intermédiaire. Maintenant, c'est directement le processeur qui communique avec la RAM. Ça fait un intermédiaire de moins, c'est plus pratique et ça augmente un petit peu les performances parce que le fait qu'il y ait un intermédiaire en moins diminue les latences, ce genre de truc. Donc sinon, qu'est-ce que je disais? Oui, le Pentium D 2,66 GHz que j'avais overclocké à 3,2, et croyez-moi, 3,2 c'était énorme pour l'époque, surtout qu'en plus j'avais un Ventirad, un gros truc rond comme ça de chez Zalman, une sorte de gros tube façon réacteur d'avion avec un ventilateur au milieu, et ce genre de Ventirad, pour information, pour l'époque, c'était le top du top, et ce genre de Ventirad, franchement, rien qu'à partir de 3,2 GHz, c'était horrible. Alors imaginez overclocker un truc comme ça jusqu'à 4 GHz, c'était du niveau du quasiment impossible. Surtout le plus drôle, c'est qu'avec le même Ventirad, j'ai pu overclocker à 3,4 GHz, cette fois-ci un corps de quad. Donc vous vous rendez compte, 4 cœurs au lieu de 2, une architecture qui, à fréquence égale, est beaucoup plus performante, c'est-à-dire l'architecture des corps 2, c'est-à-dire que, en fait, à 2 GHz, un corps 2 duo était à peu près aussi performant qu'un Pentium D à 3,2 GHz, vous voyez un peu le truc, il y avait une grosse différence. Donc de passer de passer de 3,2 GHz avec 2 cœurs à la con qui étaient peu performants à 4 cœurs à 3,4 GHz qui sont beaucoup plus performants tout en chauffant autant, ça vous donne un ordre d'idée du niveau de chaleur que dégageait ce genre de truc. En tout cas, c'est toujours amusant de s'en servir parce que déjà en hiver, c'est pas mal ce genre de processeur, hein, et je blague même pas en disant ça, hein, ça fait vraiment chauffage d'appoint. Et en plus de ça, si vraiment on n'a pas de fric, etc., et qu'on cherche un processeur pas trop cher, je vous conseille plutôt de prendre un corps de duo parce que maintenant les corps de duo coûtent rien du tout. Mais si vous tombez dessus, on va dire gratuitement, juste en fouillant, etc., ce genre de truc tient encore pas mal la route de nos jours, même si on va dire qu'en matière de consommation électrique, bon, ça reste négligeable, mais en matière de consommation électrique, à performance égale, un corps de duo genre à 1,6 GHz fera très certainement mieux, alors que là, c'est 2,8 GHz. Enfin bon, voilà, ça utilise à peu près les mêmes cartes mères que les corps de duo, je veux dire, la plupart des cartes mères corps de... Enfin non, l'intégralité des cartes mères qui font les corps de duo et ce genre de trucs, presque l'intégralité, parce qu'il y a quand même quelques exceptions, sont capables de faire fonctionner ce genre de truc, et ensuite vous pouvez upgrader vers un corps de duo ou un corps de quad si vous avez une carte mère qui est capable de faire ce genre de truc, ce qui fait que voilà quoi, si vous avez besoin d'un bouche-trou entre guillemets pour utiliser votre ordinateur avant d'acheter d'occasion un meilleur processeur, ce genre de petit truc peut être sympa. Un Pentium D, c'est un petit peu le minimum, on va dire acceptable pour un ordinateur encore utilisable de nos jours en multimédia et tout ce que vous voulez sans que ce soit vraiment trop lent, ce genre de truc. Le Pentium 4 commence vraiment à devenir un petit peu insuffisant, sauf si vous l'utilisez sous Linux à la limite. Un Pentium 4 jusqu'à 2,4 GHz, pas en dessous mais jusqu'à 2,4 GHz à peu près, ça fonctionne toujours parfaitement bien sous Ubuntu, c'est-à-dire la version light d'Ubuntu. Donc voilà, bon, je vais arrêter de digresser là-dessus, et je vais sûrement arrêter, tiens, je viens de voir que mon gros aimant a fini par se coller là-dessus. Donc ça pour moi c'est toujours une énigme, donc si quelqu'un a la réponse de quel genre de truc se branche sur ce genre
de transformateur, eh bien dites-le moi. Sinon, en attendant, je vous dis salut à tous et à la prochaine.